Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Vendredi 10 juin 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal qui aura pour principales articulations les points suivants. Faire déguerpir tous les déplacés de leur site est un signe qui montre que le pouvoir de Gitega veut à tout prix faire disparaître toutes les preuves des crimes commis en 1993. Dans ce journal, vous entendrez l'analyse d'un politique burundais. Gitega vient de prouver qu'il n'est pas intéressé par un dialogue qui pourrait ramener la paix au Burundi. Cela transparaît dans le discours prononcé ce mercredi par l'actuel président de la République, qui a clairement fait savoir qu'il n'est pas du tout prêt à négocier ni avec l'opposition en exil, ni avec les rebelles. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la malnutrition qui gagne de plus en plus du terrain dans différentes provinces du pays. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à Changuzo. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Je vous le disais en titre, le chef de l'État burundais semble contredire les propos qu'il a tenus il y a un mois, exprimant sa volonté d'accueillir les opposants burundais se trouvant actuellement en exil. Dans son allocution de ce mercredi, Évariste Ndayishimiye a indiqué que son gouvernement n'est pas du tout prêt à amorcer toute négociation susceptible d'aboutir au partage du pouvoir avec l'opposition. Marie-Ange, il a cause. C'est pas uniquement l'arrêt de Tabara. Le rôle du gouvernement est d'écouter les doléances de tous ces enfants et d'y apporter des réponses. C'était le président Évariste Ndayishimiye au cours de sa première conférence de presse animée en date du 10 mai de cette année, il y a de cela un mois. À cette occasion, Évariste Ndayishimiye s'était dit prêt à négocier avec les groupes rebelles burundais basés à l'est de la République démocratique du Congo. Si l'arrêt de Tabara et les FNL demandent à négocier, nous sommes prêts à les accueillir et à dialoguer avec eux. C'est le rôle du gouvernement d'écouter toujours les doléances de tous ces enfants et d'apporter des réponses. Et d'ailleurs, notre souhait actuellement est de reconstruire le pays. Nous ne pouvons donc les décourager. Dépêchez-vous plutôt à leur dire. Cependant, la même autorité a tenu ce mercredi un discours différent du précédent. Dans son discours prononcé à l'occasion de la deuxième commémoration de la mort de son prédécesseur Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye a catégoriquement rejeté n'importe quelle négociation avec l'opposition qui pourrait déboucher au partage du pouvoir. Pour le chef de l'État du Burundi, ce modèle qui garantit la participation de représentants d'autres groupes politiques aux décisions politiques constitue un idéal colonialiste. Ce qui tue la démocratie dans nos pays, pas seulement au Burundi, c'est cette mentalité colonialiste de dire aux hommes politiques que la démocratie c'est le partage du pouvoir. Maintenant, partager le pouvoir avec un groupe de moins de 100 personnes, c'est impossible. Je vous ai dit que c'est strictement interdit que les gens parlent ici de partager des biens de l'État. Qu'est-ce qui arrivera alors quand nous serons à sec? Évariste Ndayishimiye ne s'est pas arrêté là. Dans le même discours de ce mercredi, le président burundais a également souligné que ce genre de négociation avec les groupes d'opposition qui se sont engagés dans la lutte armée n'est pas envisageable. D'autres disent qu'ils combattent pour assiéger le pays. Ils disent « je veux aussi avoir ma part », mais ils sont en train de boire l'eau
qui appartient à l'État, ils sont en train de manger la nourriture qui appartient à cet État, ils sont en train de respirer l'air du pays et ils disent qu'ils veulent prendre le pouvoir. Actuellement, plus d'en remettre donc en question la volonté d'Évariste Ndayishimiye de régler les différents politiques caractérisant la crise burundaise qui a éclaté en 2015 et se demande par quelle autre voie ce chef de l'État obtiendra l'accord avec l'opposition qui prétend rechercher. Merci à toi Marie-Ange Irakoudze. À propos justement de ce récent discours du numéro 1 burundais, la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK trouve elle aussi qu'Évariste Ndayishimiye vient de prouver qu'il n'est pas du tout disposé à négocier ni avec les partis d'opposition ni avec les mouvements rebelles. Pour le président de cette Ligue, le Burundi ne retrouvera jamais la paix, la sécurité et le développement durable tant qu'il reste un groupe de personnes mises à l'écart par le gouvernement de Gitega. Suivez en chair Nicoya Guidze, il est le président de la Ligue ITK. À la ITK, c'est un peu regrettable d'entendre ce discours du président de la République du Burundi à la veille de la fin de sa deuxième année de son mandat. Un discours qui se contrarie avec son discours qu'il a prononcé le jour où il a prêté serment comme président de la République. Pour la ITK, il a manqué l'occasion de prononcer un discours réconciliant, un discours porteur d'espoir pour les réfugiés qui sont à l'intérieur du pays, les organisations de la société civile, les membres des partis d'opposition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il aurait revenu sur ces défis qui hantent le pays, ces défis liés aux violations des droits de l'homme qui se remarquent du jour au jour, ces personnes qui sont assassinées, ces personnes qui sont portées disparues, ces personnes qui sont arrêtées arbitrairement, ces personnes qui sont violées, des femmes qui sont violées tous les jours, ces violations des libertés publiques comme les membres d'opposition n'ont pas le droit de se réunir au Burundi, alors que son premier discours était porteur d'espoir. On pensait que les violations des droits de l'homme allaient être bannies sur le sol Burundi, que les libertés des réunions, les libertés des partis d'opposition allaient se ressusciter. Mais voilà, à la fin de son deuxième mandat, il exhibe son fort intérieur dans son discours. J'ai pu capter que c'était donc pas question des membres d'opposition, pas question de dialogue avec les groupes qui ont pris les armes, alors que pour recouvrir la paix au Burundi, il faut réunir toutes les forces vives de la nation. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, les réfugiés politiques, les organisations de la société civile, les médias, en président de la République devraient être rassemblés, qui devraient diriger pour tout le monde, qui devraient prôner la paix, la sécurité, les droits de l'homme, le développement, pour toute personne vivant au pays, et même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Un plan de faire disparaître la vérité sur les événements de 1993 au Burundi serait en cours, raison pour laquelle les déplacés de différents sites du pays sont en train d'être persécutés et intimidés. Propos de Tatien Sibomana qui se base sur les menaces d'intimidation à l'endroit des déplacés du site de Ganyoni en commune Gileta de la province Gitega. Cet homme politique indique que le gouvernement du Burundi viole la convention en rapport avec la protection des déplacés internes, une convention qu'il a pourtant lui-même ratifiée. Suivez plutôt Tatien Sibomana. Depuis des années, il y a eu toujours cette velléité de chasser les rescapés du génocide de 93 vers leur colline d'origine, alors qu'on sait qu'ils n'ont plus d'habitation là-bas. Ils ont perdu les membres de leur famille sur ces collines, et ils ont tout perdu comme richesse, à savoir le bétail, le pain, gros que petit, et leurs maisons étaient incendiées. Bref, maintenant, ceux qui peuvent aller cultiver, ils cultivent cette propriété à distance, comme étant des propriétés qui n'ont jamais été habitées un jour. Ceci signifie que obliger ces gens à retourner sur leur colline, c'est renier leurs droits.
c'est renier les dispositions de la Convention de Kampala relative aux personnes déplacées dans le pays, alors qu'on sait que le Burundi est signataire de la ville de convention. Aujourd'hui, c'est le site de Yannani qui est concerné, mais c'est pas pour la première fois. Je me souviens quand, à un certain moment, le gouverneur a appelé la radio-télévision nationale, il a fait une détente à Sophie pour leur dire qu'il faut retourner sur leur colline parce que le président d'alors, Pierre le gouverneur, avait choisi de site pour y ériger des villages de paix. Quand je suis intervenu sur les médias comme c'est le cas aujourd'hui, je me posais la question de savoir qui a plus besoin de la paix entre les gens qui ont leurs habitations dans les différentes collines et qu'on veut faire descendre sur la route du Bujumbura, en oubliant que ceux qui y habitent, ils ont été installés par le pouvoir d'alors parce qu'ils n'avaient plus où vivre parce qu'ils étaient des rescapés du génocide de 93. Et est-ce que réellement cette volonté n'est pas une volonté à peine voilée de faire disparaître ceux qui se déplacés? Et pour quelle raison? Ceci constaté aussi bien à Agdanyomi qu'à Bouraza, à Rango ou à Naté d'une paroisse à Roche-Saudois, comme s'il y a des déplacés qui se sont installés là ou ailleurs sans la volonté de l'administration. Alors, c'est une affaire qui doit être gérée par l'État. Et à Bouraza, on dit, on a choisi ce ville pour y ériger un hôpital. Et ici, comme ailleurs, on tente toujours de justifier cette velléité de faire disparaître ce site sous des prétextes séparation qu'on veut diriger des infrastructures à caractère social ou économique, n'est pas une façon de faire disparaître les sites qui pourraient constituer des preuves irréfutables de ce qui s'est passé en 93. N'est-ce pas une façon de dire qu'il ne faut pas redonner à ce verre, il faut contrainte d'aller interroger comme témoin gênant ces personnes qui vivent dans le site, au risque de faire éclater la vérité au grand jour de ce qui s'est passé en 93. Alors qu'on voit que la volonté, c'est d'occulter un aspect de la crise burundaise au profit d'un autre. En page coopération, le Burundi doit améliorer la transparence en matière de gestion financière pour pouvoir bénéficier à nouveau de l'aide directe de la part de l'Union européenne. Propos tenus ce vendredi par l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Claude Boschu, lors de la journée de coopération. De son côté, le Burundi a annoncé qu'il voulait s'autosuffire afin que les appuis étrangers soient reçus comme des bonus à affecter dans les travaux de développement. Les détails avec Inès Gakit. Dans son intervention lors de la célébration de la journée de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi, le représentant de l'Union européenne au Burundi, ambassadeur Claude Boschu, a indiqué que le Burundi a encore des réformes à faire dans la gestion financière pour pouvoir bénéficier de l'aide directe qui a été suspendue en 2016. Nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui. Nous encourageons le président et son équipe à poursuivre sur le chemin des réformes, de la gouvernance du pays, et un certain nombre de dispositions doivent être en place, je pense que vous en conviendrez facilement, pour la reprise de cet appui budgétaire. Et je pensais en particulier à la transparence des opérations financières, la solidité du cadre macroéconomique. Donc c'est un certain nombre de choses qui restent à étudier avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. De son côté, le ministre burundais des Relations extérieures a tenu à préciser que le Burundi ne compte plus sur les appuis financiers étrangers pour réaliser ses projets urgents. Pour Albert Shingiro, les appuis étrangers sont pris pour des suppléments. Je pense que nous devrons d'abord nous nourrir sans considérer les aides étrangères. Nous devrons travailler pour avoir de quoi consommer et exporter pour avoir des devises. Là, nous pourrions alors nous approvisionner en produits dont nous avons besoin. Mais s'ils veulent nous appuyer financièrement, nous considérons cela comme un bonus qu'on ne doit pas tenir en compte dans nos planifications. Même dans nos familles, quand on n'a rien à mettre sous la dent, on ne se rend pas chez les voisins pour quémander. Quant à la question du respect des droits humains qui suscite toujours des débats, le ministre Albert Shingiro a dit que le Burundi est encore une démocratie jeune et qu'il ne peut donc jamais se comparer aux autres pays développés.
Merci à toi Inès Gakiza. En page éducation, le directeur communal de l'éducation à Kibago en province Makamba doit donner de la lumière sur la question d'au moins 30 finalistes de l'ancien lycée communal Lubimba qui réclament leur certificat de fin d'études secondaires. C'est en substance la réaction de la ligne Vidi qui suit de près les questions de l'éducation au Burundi. Cette ancienne enseignante demande aux parents de ses élèves de saisir toutes les autorités concernées afin de trouver solution à ce problème. Suivez plutôt Eulalie Nivit. Le manque de certificat à l'école fondamentale de Lubimba en commune Kibago pour les promotions des 3 dernières années est un problème d'administration, mais aussi de bonne gouvernance, non seulement au sein de l'école qui a vu ses portes fermées, mais c'est un problème de gestion du directeur communal de l'enseignement. Et cela touche directement le ministère de l'Éducation parce que ce ne sont pas les certificats de l'école, c'est le certificat national. Il est de la responsabilité du ministre ayant l'enseignement primaire et secondaire dans ses attributions, de prendre en charge cette question. Normalement, une école, quand elle est mal gérée, ce n'est pas aux élèves d'endosser la responsabilité. La responsabilité doit être endossée d'abord par le directeur qui est le gestionnaire direct, à la direction en général, doit répondre devant les différentes autorités, devant les parents. Pour le cas d'espèce, je conseillerais aux parents d'écrire au directeur provincial de l'enseignement et de faire copie au ministre et au directeur communal qui est en tort afin de réclamer leurs droits. Normalement, le directeur communal ne devrait même pas se faire prier. La question de certificat national, où ils sont disponibles, ou ils ne le sont pas du tout. Si cette école n'avait pas été ouverte de manière légale, il n'y aurait pas eu de programme. Maintenant que l'école a ouvert ses portes depuis 2009 par ailleurs, et que maintenant il y a des lauréats, il faut que le directeur communal s'acquitte de son devoir. Avant même de renvoyer, de fermer l'école, le ministère devrait s'assurer que les écoles suspendues n'ont pas de litige envers les tiers, et spécialement envers les élèves et les parents. Et la direction communale de l'enseignement devrait répartir les dossiers selon les compétences et orienter correctement les élèves et les parents et même les autres partenaires vers les services qui doivent répondre à leurs doléances. Il faut que le directeur communal oriente les parents vers où ils doivent porter leur secours pour un cas ou pour un autre, afin d'éviter les plaintes perpétuelles des élèves et des parents, mais aussi afin que ces enfants-là puissent bénéficier de leurs droits et utiliser ces certificats aux usages habituels. Parlons à présent santé où le nombre d'enfants malades à cause de la malnutrition connaît une hausse exponentielle dans 2 communes de la province de Changuzo. La raison est à imputer à la pauvreté et à la mauvaise habitude qu'ont les Burundais de gaspiller la production sans se soucier du lendemain. Les détails avec Kélos Divin Remish. Les communes Mishiha et Gisagara sont en tête des communes qui comptent un grand nombre d'enfants malnutris de la province Changuzo. Selon notre source à Changuzo, 22 enfants qui souffrent d'une malnutrition sévère sont alités au grand hôpital de Morore de la commune Gisagara. Ce chiffre peut être revu à la hausse parce que des parents qui bénéficient de l'aide de la farine pour la bouillie de la part du programme alimentaire mondial, PAM en sigle, préfèrent rentrer aussitôt que leurs enfants ne se trouvent plus dans un état de sévérité. Cet habitant témoigne. Nombreuses personnes, et surtout des enfants, sont atteints de kwashiorkor. Il y en a d'autres dans les programmes de nutrition du PAM à l'hôpital et les autres dans les centres de santé. Ils sont assistés en vivres tels de la bouillie. Pourtant, de tels vivres ne manquent pas à Mishiha et Murore. Ces rations ne manquent pas. La cause de cette malnutrition est la pauvreté qui sévit dans plusieurs ménages. La population préfère écouler au marché toute la production agricole sans rien laisser dans les stocks. C'est à cause de la pauvreté. Ici, ils vendent tout après la production. En vérité, il ne manque pas ici de quoi donner aux enfants. Seulement, ils mettent toute la production au marché à cause de la pauvreté. Ils oublient alors qu'ils vont crier à la famine et se trouvent victimes des maladies liées à la malnutrition. Sur un centre de santé de la commune d'Isagara, 5 ont déjà accueilli dès mars dernier 445 enfants malnutris. Ces derniers sont assistés en farine pour la bouillie. Après exception de la ration, ils retournent dans leurs familles respectives. Le seul centre de santé de Mishiha a également accueilli en cette période 86 enfants malnutris. Dès le mois de janvier, l'hôpital Murore a déjà accueilli 91 enfants malnutris. Éloge divin Remish, hors de nos frontières.
frontières, depuis le lundi de cette semaine, a débuté le compte à rebours pour les Burundais réfugiés en Tanzanie. Dans un message du gouvernement tanzanien délivré par Sudi Mwakibasi, le commissaire chargé des réfugiés en Tanzanie, il a été rappelé à ces Burundais qu'ils n'ont qu'une seule et unique année pour avoir quitté le territoire tanzanien, vu que les raisons qui les ont poussés à s'exiler n'existent plus. Suivez. Laissez-moi vous parler sur la loi des réfugiés. Cette loi indique que les réfugiés doivent regagner leur pays dans une période d'1 année, une fois que la cause qui les a poussés vers l'exil n'existe plus. Comme l'Union européenne a levé ses sanctions sur le Burundi, je voudrais vous informer ce qui suit. Dès aujourd'hui, en commençant par ce même camp de Douta, aidez-moi à compter avant tout. Dans une période d'1 année, vous devez déjà regagner votre pays. En suivant le programme d'enregistrement bien établi, vous devez retourner chez vous. Après 1 année, je ne suis pas sûr de ce qui va suivre, mais 1 année est suffisante pour que vous retourniez dans votre pays. Cela du fait que les raisons qui vous ont poussé à fuir votre pays n'existent plus. Aide-moi à bien compter. 1 année compte 365 jours, donc demain, il vous restera 364 jours. Après demain, il ne vous restera que 363 jours. Vous vous retrouverez avec 100 jours ou encore 0 jours. Donc, je n'aime pas vous révéler ce qui va vous arriver le jour où nous allons commencer à compter à partir de 0. Sudi Mwakibasi a donné ce message lors de sa visite dans les camps d'Onduta et Nyarugusu situés en Tanzanie, où il était accompagné par le représentant du Burundi dans la province de Kigoma. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 10 juin 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.